Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Elise. Je suis contente de vous retrouver. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle fait suite à un commentaire que j'ai vu dans ma vidéo précédente qui s'appelle La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Vidéo qui a eu une réponse, un retour assez mitigé. J'ai eu beaucoup de commentaires, plus ou moins violents. C'était très curieux comme retour sur cette vidéo, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc il y a eu un commentaire que j'ai reçu qui m'a troublée, qui m'a émue, parce que je me suis retrouvée dans cette personne, je me dis ça aurait pu être ma situation si je n'avais pas quitté la France à l'âge auquel je l'ai quitté. Maintenant je suis revenue et c'est différent, mais et le message, en essence, indiquait la dissatisfaction de la personne avec sa vie, le fait de se sentir bloqué, le fait de trouver la vie morne, de ne pas avoir de choses euh, euh, qui apportent de la joie essentiellement, ou voilà, ne pas avoir de fin en route. C'est-à-dire qu'on a cette situation et on se dit, voilà, ça ne va jamais se terminer. Ça m'a beaucoup émue parce que, voilà, comme je dis, ça aurait pu être moi à une période, ça aurait pu être moi. Et aujourd'hui, je voulais parler de ma relation un peu difficile avec les livres de développement personnel, parce que d'un côté ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a beaucoup aidé, et de l'autre côté il y a vraiment cette chose qui est assez prévalente, c'est l'individualisme et c'est la toxicité positive. Et donc dans la toxicité positive, on met tellement il y a tellement l'accent sur le rôle des gens dans leur propre vie, des choses que les gens peuvent faire pour changer leur vie, que rien n'est compliqué, que qu'on peut tous s'en sortir, etc., etc. Et dans ce type d'ouvrage, c'est très naïf. Et c'est aussi, je pense, il part du présupposé que la plupart des gens sont peut-être classe moyenne, mais quand tu es classe moyenne, généralement, tu as déjà un peu plus de sécurité financière que quand tu es classe populaire. Et c'est pas du tout le même état d'esprit, c'est pas la même capacité à prendre des risques quand on vient d'un milieu populaire. Donc moi je suis très averse au risque par exemple comme personne, ce qui peut être étonnant parce que j'ai voyagé à l'international et je me suis expatriée deux fois dans deux pays différents, et puis bon, l'Espagne en mon stage. Mais où en venais-je Mais voilà, donc dans ces livres, voilà, il y a ces, voilà, prenez des risques, vous pouvez tout faire vous-même, vous êtes en charge de votre vie. Et je pense que d'une certaine manière, on peut améliorer ses conditions en faisant des actions personnelles. Mais de l'autre côté, il y a, je pense, une responsabilité de la société dans laquelle on vit. Comme j'ai dit au niveau de cette vidéo, euh, les présupposés, c'est que on est dans une société qui se reproduit énormément, on assiste à une paupérisation de la société, il y a une dévalorisation des diplômes en France, etc., etc., des choses que j'ai déjà mentionnées dans la vidéo précédente, l'économie elle est stagnante, etc. Alors, bien sûr, les conseils, les méthodes que je vais vous donner aujourd'hui, elles sont très intéressantes et elles peuvent améliorer votre situation un petit peu, mais ça ne va pas changer enfin, ça va pas changer du tout. Vous n'allez pas passer de, voilà, quelqu'un qui vit sous le seuil de pauvreté à millionnaire grâce à ces méthodes, non. Euh, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire des choses pour soi-même, pour améliorer sa situation. Ça n'empêche pas le besoin de mettre la pression sur les politiciens, sur les représentants, pour qu'ils créent une société à l'image de la France, une société digne et équitable. Alors, moi personnellement, je ne vais pas vous mentir, mon niveau de satisfaction dans la vie, il a augmenté grâce à trois choses trois choses. Les deux dernières choses, nous allons en parler aujourd'hui, c'est le temps et l'énergie. Et la première chose, qui est la plus importante pour la satisfaction dans la vie, c'est l'argent. Et les gens peuvent dire oui, mais non, il n'y a pas que l'argent dans la vie, et ci et ça. Mais moi, si je peux être totalement transparente, ma perspective, ma joie, mon bonheur dans la vie, ma capacité à relativiser a énormément changé à mesure que j'ai acquis de la sécurité financière. Et on pourra parler de ce que j'ai peut-être fait pour acquérir cette sécurité financière, ce que j'ai lu, ce qui m'a impacté
dans une vidéo future. Mais véritablement, acquérir plus de sécurité financière, ça m'a énormément aidé. Et bien sûr, avoir plus de temps et plus d'énergie, ça m'a aussi aidé pour justement développer plus de sécurité financière en ayant des tâches annexes, des choses rémunérées annexes à mon travail. Donc, je vous l'avais dit la semaine dernière, donc moi je travaillais en fait dans une entreprise où j'étais manager de trainers et de quality analyst, analyste de qualité et de trainer dans un énorme call center qui travaille avec plein de marques différentes. J'ai géré des équipes jusqu'à 27 personnes et c'était toujours ma priorité quand je rentrais dans une équipe de les aider à mieux travailler, c'est-à-dire que pouvoir faire exactement ce que l'entreprise requérait, enfin demandait, mais aussi de les aider à organiser leur travail pour que ce soit moins pénible et que ça leur prenne moins de temps et qu'ils aient plus d'énergie. Parce que l'objectif, c'est pas de travailler à 80% ou à 100% de son intensité 100% du temps. L'image que j'aime donner, c'est que imaginez Usain Bolt qui courait 100% du temps à 100% de son intensité. Ça nous paraîtrait ridicule, absolument insensé. Bien, avec le travail, c'est exactement la même chose. Donc moi, j'essayais avec mes équipes de leur montrer des méthodes de travail qui leur permettaient d'alléger la charge mentale, la charge de travail d'une certaine manière. Et ces méthodes, elles peuvent fonctionner pour les tâches que vous avez à faire au travail, les tâches que vous allez faire dans vos projets personnels, à l'école, etc., etc. Là, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est que si dans votre liste de tâches, dans votre liste de responsabilités, les listes de choses à faire que vous avez à faire, bien sûr, liste de choses à faire que vous allez à faire, c'est que si une tâche, elle est facile et qu'elle peut être faite en 5 minutes, vous la faites immédiatement, avant même de commencer les autres tâches. Vous faites toutes les tâches qui occupent de l'espace mental, mais qui littéralement peuvent être faites en 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, boum, 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 vous les faites. Après ça, vous avez le gros des tâches qui a besoin en fait de plus de temps, de plus de concentration. Le premier, pas défaut, mais le premier problème que mes équipes avaient souvent, c'est la difficulté à évaluer si une tâche était importante. Souvent, quand tu travailles dans le monde de l'entreprise, les autres managers, les autres personnes ont tendance à mettre la pression quand il y a une tâche urgente à faire. Et je peux le comprendre, il y a certaines tâches qui sont urgentes à faire, mais elles ne sont pas toujours importantes. Alors, c'est important de faire ces distinctions. Pourquoi? Parce qu'une tâche importante va avoir une haute valeur pécuniaire, peut-être, ou va avoir un haut coût. Elle peut coûter beaucoup à l'entreprise, va avoir un grand impact sur les résultats. Donc peut-être une tâche va être responsable de 60% des résultats de l'équipe. Donc cette tâche, elle est importante. Et donc, il y a cette matrice qui est très intéressante, qui s'appelle la matrice Eisenhower. Et c'est une manière de classifier les choses à faire en fonction de l'importance et de l'urgence. Et donc avec cette matrice, nous avons 4 cadrans. Le premier cadran, c'est des choses qui sont importantes et urgentes. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire en priorité, c'est la liste des choses à faire immédiatement. Votre première priorité. Le deuxième cadran, c'est des choses qui sont importantes mais non urgentes. Donc encore une tâche qui a un grand impact, se préparer par exemple pour le bac, je ne sais pas, faire votre déclaration d'impôt, créer un rapport des ventes sur l'année, etc. Donc ça peut être des choses qui sont très importantes, mais qui ne sont pas dues, qui n'ont pas de date immédiate. Le troisième cadran, c'est les choses qu'il faut déléguer ou automatiser. Comment faire ces tâches qui sont urgentes, mais non importantes, de la manière la plus facile, avec le moins d'intensité, le moins d'énergie possible. Comment est-ce que vous pourriez faire autrement? Et le quatrième cadran, c'est les tâches que l'on va éliminer, que l'on va éviter.
Certaines fois, les tâches non importantes et non urgentes, on peut avoir envie de les faire, enfin si on a du temps, mais globalement, on ne veut pas dédier notre pouvoir cérébral, notre temps à ces tâches. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples et vous allez essayer d'évaluer est-ce que c'est important urgent, important non urgent, non important mais urgent ou non important non urgent. Donc la première fonction, c'est répondre à un email pour participer au barbecue de l'été du travail. Alors, ça, c'était un petit piège. Généralement, ça prend moins de 5 minutes, donc on va le faire dès qu'on reçoit l'email, on le lit, boum, on répond, on n'a pas besoin de l'ajouter à une tâche, à notre to-do list. Deuxième action, préparer un rapport prévisionnel sur la vente des produits qui doit être fini dans 3 semaines. Alors là, c'est important et non urgent ou urgent en fonction, mais on va dire important, non urgent. Donc il faut planifier du temps pour faire cette tâche. Le numéro 3, finir de créer une table pour un client, installer une fenêtre, finaliser la création du site web d'un client. Donc là, ce sont des choses qui sont importantes et urgentes, puisque ce sont des choses qui vont être liées directement au paiement pour les entreprises, par exemple. Prendre des photos des produits, mettre en ligne des annonces, créer un mailing marketing. Là, c'est encore une fois important, non urgent. Mais c'est important pourquoi? Parce que le marketing, si vous voulez, voilà, toutes les actions de marketing, toutes les actions qui vont vous permettre de collecter de l'argent de vos potentiels clients vont être importants. Répondre à un email de réclamation d'un client. Ça va être important et urgent. Parce que si un client n'est pas satisfait, il peut aller sur les réseaux sociaux, il peut venir faire perdre du temps au service client, etc. Donc ne pas reculer cette échéance, ça peut entraîner plus de travail plus tard. Donc c'est urgent et important à faire immédiatement. Aller à la réunion d'équipe hebdomadaire. Alors là, c'est urgent, non important. Généralement, la plupart de ces réunions hebdomadaires, ça pourrait tout à fait être un email. Donc, c'est à vous d'essayer de voir comment est-ce que vous pourriez éliminer ou automatiser. Est-ce que vous pouvez demander à votre manager de venir seulement une fois par mois et d'envoyer un email, un deck ou un truc comme ça. Et finalement, boire un café avec son collègue préféré. Donc ça, c'est à éliminer, à éviter, mais on en reparlera un peu plus tard. Je pense que vous avez compris l'exercice et l'idée dans une journée, c'est de dédier la priorité, la plus grosse partie de son temps aux tâches qui sont importantes et puis les autres choses qui sont moins importantes de les laisser. À savoir qu'au fur et à mesure où vous dédiez du temps aux choses importantes, vous allez vous libérer du temps parce que vous allez avoir de moins en moins d'urgences, vous allez avoir de moins en moins de choses qui vont être ajoutées. Et donc, quand il y aura des urgences, eh bien, vous pourrez libérer du temps à dédier à cette urgence, essentiellement. Donc, si vous apprenez à bien prioriser les tâches importantes, au fur et à mesure, vous allez avoir de moins en moins de choses dans le cadran 1, donc important, urgent. Et donc, quand vous allez avoir vraiment quelque chose d'urgent et de non important, vous allez pouvoir le faire boum boum et oublier tout de suite. Donc ça, le fait d'avoir plus sous contrôle votre emploi du temps sans ajouter de tâches, ça va vraiment aider votre niveau d'énergie, votre niveau de stress et ça va être beaucoup plus facile de gérer les choses. Le conseil 2B, c'est que ces choses importantes dont je vous parlais, c'est qu'elles vont être responsables de peut-être 80% des résultats de votre entreprise, de votre vie personnelle, des résultats pour vos études, etc. Et donc, c'est important, littéralement, de dédier le temps et l'énergie mentale à ces choses-là. Ok. La troisième chose, je vais reboire, désolée. My God. Le troisième conseil que j'ai pour vous, c'est de travailler avec le flow de la journée. Comme je vous ai dit, moi j'ai travaillé avec plein de gens, plein de managers, plein de directeurs et plein de personnes qui étaient très
voilà, extrêmement positive et qui voulaient toujours plus, qui étaient des go-getters, n'est-ce pas? Et qui voulaient, voilà, il faut que tu travailles à 200% de ton intensité, 100% du temps, il faut que tu donnes 150% de ton énergie. Et ça, enfin, c'est absolument non, 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 non. Vous êtes employé pour 35 heures, vous travaillez 35 heures, mais sachant que dans ces 35 heures, c'est le présupposé, il est que ben non, vous ne travaillez pas 35 heures avec la même intensité. Oui, il faut que vous soyez sur le site du travail, enfin le lieu de travail, que vous travaillez, mais vous n'allez pas travailler la même intensité tout le temps. Et comme je vous l'ai dit, voilà, c'est comme demander à Usain Bolt de courir à 100% de son intensité 100% du temps. C'est pas réaliste. Vous allez juste avoir un burn-out et ça va mal se passer. Et donc, c'est important pour vous de savoir quand est-ce que sont vos moments de concentration et de productivité intense. Alors, généralement, les gens sont tous un peu pareils. Quand on arrive le matin, on a la tête dans le cul, on n'a pas envie de travailler, donc les premières 30 minutes, on n'est pas vraiment là. Juste avant notre pause déjeuner, c'est pareil, on a envie de manger, on a envie d'aller parler avec nos copains de boulot, on a envie de faire autre chose, de regarder une série ou que sais-je. En venant du déjeuner, si on a trop mangé, on a envie de faire une pause, on n'a pas envie de bosser, de se concentrer. Et c'est pareil à la fin de la journée, les dernières 15-30 minutes. Mais qui pense encore à Marc des ressources humaines qui a demandé la réponse à un email? Enfin, voilà, il y a des moments dans la journée où on n'est vraiment pas productif. Alors, ces moments-là où on n'est pas, voilà, on n'est pas capable de donner notre énergie mentale, eh bien, on va faire toutes les tâches urgentes, non importantes, voilà, parce qu'on n'a pas besoin de donner de l'énergie à des choses qui sont pas très importantes au final. La partie où vous allez être le plus productif, ça va être le matin. Donc après les 30 minutes au début, vous allez être très très productif. Donc là, c'est le moment où vous allez faire les trucs qui sont importants et urgents. Et vous essayez de le faire le plus rapidement possible. Si vous arrivez à tout faire, à tout régler le matin, c'est génial. Et sinon, ben, vous en gardez pour l'après-midi. L'après-midi, c'est aussi une période qui est hyper propice à la productivité, à la concentration, etc. Et donc là, vous allez aussi dédier au moins 1 heure. C'est-à-dire que même si vous avez encore cette chose urgente à faire, dédier au moins 1 heure à la planification, à la préparation des actions importantes qui sont dues pour plus tard. Donc, même si vous avez ces autres choses, c'est bien de couper et de faire d'autres tâches. Donc, juste en revenant de la pause déjeuner, faites une autre tâche. Ça vous permet aussi de vous déconnecter de cette urgence et de cette intensité pour faire quelque chose de moins intense et après revenir sur la chose qui est très intense si nécessaire. Pour la maison, c'est pareil. Quand vous arrivez juste à la maison, vous avez envie de regarder une série, etc. Donc, donnez-vous 30 minutes, 1 heure pour manger un petit bout, pour décompresser, parler à votre famille, à vos conjoints, etc. Et après, si vous avez, je ne sais pas si vous étudiez à côté ou si vous avez une autre activité, et là, vous pouvez vous remettre dedans pendant quelques heures. Pas trop non plus parce que voilà, vous avez déjà travaillé 7-8 heures. Donc ça, c'est pour une journée lambda. Okay. Moi, je fais pas trop de trucs avant d'aller au travail parce que je suis pas du matin. Donc déjà, moi, avant 10 heures, je suis inutile. Donc bon, voilà. Je travaille à mon compte, donc je peux ajuster mes horaires à mon style de vie. Le... La semaine a aussi, en fait, un flow où vous avez des jours où vous êtes plus productif et des jours où vous êtes moins productif. En suivant la même logique, que voilà, quand on arrive juste, on est la tête dans le cul, et quand on va en week-end ou en vacances, etc., on pense à ça. Eh bien, c'est la même chose. Donc, le premier jour où vous revenez du travail, après votre jour de congé, après votre week-end, après les vacances, généralement, au début de la journée, vous n'avez pas envie de travailler, vous êtes encore en vacances, en week-end. Donc là, eh bien, voilà, beaucoup de ces actions urgentes, non importantes, beaucoup de ces choses à automatiser seront faites à ce moment-là. Et c'est pareil le soir, enfin juste après la fin, enfin, juste à la fin de votre journée, juste avant vos vacances, juste avant vendredi, eh bien c'est aussi le meilleur moment pour justement planifier la semaine suivante. Ok, quand je serai de retour, qu'est-ce que je vais faire en premier, etc. Parce que voilà, c'est pas une chose qui a besoin de votre énergie et de votre pouvoir cérébral, mais qui peut, voilà, vous continuer de travailler, qui peut vous aider sur le long terme. Le mois, c'est la même chose, et quand on est une femme, c'est encore plus le cas. Mais voilà, le début du mois, on a beaucoup plus d'énergie.
À la fin du mois, on a globalement moins. Si vous faites de la vente, voilà, c'est pas, faut pas se dire, voilà, je courais après les ventes dans les derniers jours, juste avant la fin du mois. Non, c'est généralement, on essaie de faire le maximum le début du mois, et comme ça, à la fin du mois, on est moins stressé, c'est beaucoup plus calme. Pour les femmes, bah, bien sûr, il y a une certaine période du mois où on n'est pas du tout énergétique, enfin énergique, on n'a pas envie de travailler, on a envie de rester chez nous, c'est pas toujours possible. Mais donc il faut savoir s'adapter. Bien sûr, quand je vous dis ça, tous les jobs sont différents et vous n'avez pas forcément la possibilité de prendre des pauses quand vous voulez, vous n'avez pas la possibilité de faire exactement ce que vous voulez, mais gardez cette logique pour les tâches que vous pouvez choisir, sur lesquelles vous avez du contrôle, bien savoir en fait qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, voilà, bien savoir les choses et essayer d'adapter le plus possible. Je voulais dire aussi que toutes ces tâches à éliminer, s'il y en a beaucoup qui concernent la socialisation, c'est peut-être pas important et urgent immédiatement pour vos résultats, etc. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, qui va vous faire vous sentir bien. Et donc c'est important de dédier du temps à ça. Et ça a été quelque chose que j'ai dû apprendre en 2023 parce que j'ai beaucoup travaillé, mais ma socialisation a beaucoup souffert. Mais c'est important aussi pour votre santé mentale de prendre un café avec votre copine, de faire un brunch, etc., etc. Le quatrième conseil, c'est la technique du Pomodoro. Alors ça, j'ai conscience que c'est pas possible pour tout le monde et que voilà, peut-être vous pouvez ajuster. Moi, par exemple, je travaillais avec des gens qui étaient en call center et c'était pas toujours possible pour les agents de le faire. Et je leur disais, voilà, en fait, regardez les cas qui sont difficiles, vous les faites quand c'est le moment idéal de vous concentrer. Et puis les cas les plus faciles, vous essayez de les faire voilà, en début de journée, juste avant midi, juste au retour de la pause déjeuner et le soir. Donc, de choisir en fait quand faire les actions. Quand vous êtes manager et que vous devez avoir des meetings et des choses comme ça, eh bien c'est pareil. Est-ce que vous voulez que vos réunions soient au moment de concentration, les moments idéaux en fait pour vos équipes pour qu'ils fassent leur travail? Non. Généralement, faites les meetings juste avant la pause déjeuner, juste au retour de la pause déjeuner. Comme ça, les équipes, elles se réveillent, etc. Et quand ils retournent travailler, eh bien, ils ont vraiment la capacité de se concentrer et tout. Donc voilà, c'est aussi au manager de travailler avec ça. Faire un meeting à 10 heures alors que c'est le moment idéal pour les équipes, pour les gens, pour qu'ils travaillent, qu'ils soient hyper efficaces. Non, ne gaspillez pas ce temps pour vos équipes. Conseil numéro 5, c'est que l'objectif, c'est pas la perfection. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes et des fois je travaillais sur des créations de logiciels ou d'outils et les gens voulaient toujours ajouter des fonctionnalités, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et je vais vous donner une image qui est celle d'une personne qui va acheter un ordinateur. Donc imaginez la personne veut acheter un ordinateur et ce que la personne fait avec l'ordinateur, c'est regarder YouTube, regarder Netflix, envoyer 2-3 emails et jouer aux Sims par exemple. Eh bien, si cette personne va à la FNAC avec voilà, ce besoin-là, et que le vendeur de la FNAC lui présente le meilleur ordinateur qu'ils ont reçu juste cette semaine, qui a toutes les fonctionnalités, qui est idéal pour le gaming online, qui est très bien pour faire du graphisme, pour coder, etc. Ordinateur dernier cri, hyper puissant, etc. etc. Eh bien, le problème qu'il y a dans ce cas-là, c'est que le besoin du client et les fonctionnalités du produit ne sont pas alignées. Et donc, il y a toutes ces fonctionnalités qui sont très intéressantes en plus, mais qui ne vont pas être utiles au client. Et donc, c'est pas la peine d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans la création de choses en fait très complexes, parfaites, etc. Si en fait la personne qui achète, la personne qui consomme, la personne qui veut votre produit, ça n'intéresse pas. Donc, écoutez bien en fait les demandes, voilà, que ce soit celles des professeurs, celles de vos managers, celles de je ne sais qui, et d'essayer de répondre au mieux à leur demande. L'objectif, c'est de répondre à cette demande, à ce que la personne veut, pas de faire la meilleure chose au monde. Parce que peut-être cette personne, la meilleure chose au monde, ça ne l'intéresse pas.
Et donc, dans le travail, c'est exactement la même chose. Moi, j'avais cette personne qui travaillait, qui était un des membres de mon équipe, qui était absolument brillant sur Excel, qui avait fait plein de tableaux, etc., pour les superviseurs, pour les aider en fait à trouver les points de leurs équipes qu'ils devaient améliorer, etc. Mais en fait, c'était trop complexe pour la majorité des superviseurs. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment utiliser, que faire avec, etc. Et donc, on a dû, voilà, enlever certaines fonctionnalités pour que ce soit plus fonctionnel pour les gens qui vont en avoir besoin. You know, keep it simple, stupid. C'est le slogan que vous devriez faire. C'est mieux de faire quelque chose de simple dans le minimum d'heures possible et après d'ajouter, de revenir et de rajouter des choses en fonction. Quand les gens écrivent des livres, c'est la même chose. D'abord, ils écrivent un premier draft et ensuite, quand ils se relisent, ils ajoutent plus de poésie, plus de complexité, ils changent certaines choses, voilà. Mais on a déjà un premier draft qui est le plus simple pour la création de l'histoire. Et donc c'est la même chose. On a le premier draft, ok. Est-ce que vous voulez d'autres choses? Et on rajoute en fonction. Le conseil numéro 6 que j'ai déjà mentionné plus tôt, dans l'importance de la socialisation, bah, il faut aussi se créer un réseau. Déjà, je pense que tout le monde a eu l'expérience où dans les pires jobs, on rencontre les meilleurs collègues, n'est-ce pas? Eh bien, ça montre l'importance de ce village, de ces gens en fait qui vont travailler avec vous, qui vont vous soutenir. Ils sont très très importants dans votre vie au travail. Bien sûr, au travail, ça reste un peu complexe parce que ça reste toujours le travail, mais les camarades de classe, les collègues, les amis, c'est très très important dans la vie. Et donc, oui, on peut avoir toutes ces choses que l'on met en place, mais c'est important de laisser du temps pour cela parce que bah, la socialisation, surtout la solitude, ça crée beaucoup de mal-être. Le dernier conseil que j'ai, c'est de bien vous reposer. Parce que des fois, quand on tire, je parlais de Usain Bolt qui courait à 100% de son énergie, 100% du temps, eh bien ça va juste vous prendre trop d'énergie, beaucoup d'énergie, ça va vous enlever vos forces. C'est important de bien vous reposer et même quand on a une situation qui est stressante, une situation en fait qui est urgente, c'est quand même important de s'éloigner de la chose, de se reposer, de se regrouper afin de revenir plus fort. Bien vous reposer le soir, bien prendre vos pauses, parce que vous n'allez pas être plus efficace si vous travaillez 4 heures de suite. Au contraire, c'est mieux de travailler 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Vous allez être beaucoup plus actif que si vous travaillez 4 heures de suite. Je ne sais pas si j'ai bien présenté la chose autour du Pomodoro, d'ailleurs. Non, j'ai pas présenté. Donc, le conseil numéro 4 que j'ai dû oublier, c'est de travailler avec des Pomodoro, où on travaille avec des plages de 2 heures, 25 minutes intense, 5 minutes de mini-pause, 25 minutes intense, 5 minutes de mini-pause. Comme je dis, c'est pas forcément possible pour tout le monde, donc ça peut être 25 minutes de travail où on se concentre beaucoup, 5 minutes d'action non importante, non urgente, etc. 25-5. Et après 2 heures, on prend une pause de 15 minutes pour se déconnecter, et après on revient, on fait la même chose. Voilà. Alors, l'idée derrière cette vidéo, c'était juste de partager en fait une méthodologie, une logique en fait de travail, de que faire, quand le faire et comment le faire, afin de dédier moins de temps, de dédier moins d'énergie à toutes ces tâches que vous avez à faire. Dans la vie, c'est plus important d'avoir du temps, d'avoir de l'énergie pour faire les choses qu'on aime, plutôt que pour des choses en fait qu'on doit faire. Et beaucoup de personnes travaillent certes 35 heures, mais à la fin des 35 heures, ils sont exténués ils ne peuvent pas faire autre chose, même des choses fun. Et donc, si vous implémentez un peu ces logiques de travail, ces logiques en fait au niveau des responsabilités, des tâches que vous avez, eh bien, vous allez vraiment, même si vous continuez à travailler 35 heures, vous allez gagner en diminution du stress, vous allez gagner en énergie à la fin de la journée. Moi, c'est des méthodes que j'ai appris à mes équipes, à mes co-managers, et une personne en fait au début me prenait pour une hippie, une manager new age, etc. Et a mis en place, a suivi en fait ces lignes directrices. Elle a dit mais après 2 jours j'avais trop d'énergie pour jouer avec mes enfants, etc. Je pensais pas que ça pourrait avoir un impact aussi important. Ça a un impact. La manière dont vous travaillez, ça a un impact. C'est juste que souvent les managers ils sont tellement derrière vous, dire ouais vas-y continue.
c'est illogique, c'est contre les bons résultats. C'est pour ça que la semaine de 4 jours, ça fonctionne super bien, parce que en 4 jours, les gens enfin, mettent en place ces choses de manière instinctive et après peuvent vraiment profiter. Anyway, donc les sources pour cette méthodologie que j'ai développée au fur et à mesure des années, je vous conseille pas d'acheter ces livres, ok? Je ne vous conseille pas d'acheter ces livres. Donc le premier livre que j'ai lu qui a vraiment changé ma, ma, ma perception du travail, la volonté de travailler à 100%, de ne pas prendre de pause, ça a été la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je suppose que ça s'appelle comme ça en français. Oui, je l'ai lu, oui, je l'ai adoré. Voilà, qui j'étais avant d'avoir 30 ans ne compte pas. Ok, ça ne compte pas. Si vous m'avez connu avant que j'ai 30 ans, vous ne me connaissez pas. Je suis une nouvelle personne maintenant. Donc j'avais lu la semaine de 4 heures et ça a vraiment changé ma perspective de comment travailler. La deuxième chose, ça a été The Power of Habits de Charles Duhigg. Je crois que Atomic Habits d'un autre auteur est un peu similaire, qui est en fait comment changer, comment mettre en place les choses. Donc, faire les choses une à une, essayer une nouvelle technique, l'adopter, en ajouter une autre. Donc ça a été très utile pour moi. Et la dernière chose qui a vraiment changé ma manière, ma vision du travail, c'est le livre qui s'appelle Rework, donc retravailler ou le retravail de Jason Fried et David Heinemeier Hansson. Et ce livre, en fait, c'est des gens qui ont une très grande entreprise de tech, ils ont mis en place certaines choses dans leur entreprise. Donc, notamment, voilà, ça sert à rien de vouloir créer le truc le plus parfait avec 1 milliard de fonctionnalités parce que les clients ne veulent pas ça. Ils ont aussi la journée de No Whining Wednesday, donc le mercredi, tu n'as pas le droit de te plaindre du travail. Voilà, changer la quantité de réunions qu'il y a. Donc moi j'étais vraiment une anti-réunion. Je détestais les réunions. La plupart des réunions, ça pourrait être un email. Je mourirais en disant ça. La plupart des réunions pourraient être un email. Alors si ça peut être un email, pourquoi faire une réunion de 30 minutes à 1 heure, s'il vous plaît? Euh, et, euh, et ouais. En tout cas, le travail, c'est quelque chose qu'on utilise pour vivre notre vie, mais il faut quand même qu'on ait du temps et de l'énergie pour pouvoir vivre notre vie. Donc changer quelques petites choses dans notre travail, dans la chose que l'on fait la plus grande partie de la journée, pour nous permettre d'avoir l'énergie mentale, pour nous permettre d'avoir du temps, ça va changer notre vie. Quand vous êtes au travail aussi, ben, changer ces méthodes, ça va vous rendre plus compétent puisque vous allez être la personne de votre équipe qui fait vraiment les choses hyper importantes, qui ont une haute valeur pour l'entreprise. Et donc aussi, ça va probablement changer vos résultats. Euh, pour les études, c'est la même chose. Enfin bref, c'est cette logique en fait peut fonctionner pour beaucoup de choses. Anyway, ça fait 32 minutes que je parle, n'est-ce pas? Mon café est froid. On va s'arrêter ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.